Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Christophe de Haudy. Botaniste et herboriste, il anime depuis plus de 10 ans des balades dans Paris, à la découverte des plantes sauvages. Sa mission est de sensibiliser les citoyens au patrimoine végétal de la France. Aujourd'hui, Christophe et son entreprise Le Chemin de la Nature proposent des formations permettant à tout à chacun d'approfondir ses connaissances, aussi bien sur un sujet précis que de se former afin de pouvoir mettre en pratique la cueillette et les usages des plantes sauvages en toute sécurité. Pour concevoir ces formations, Christophe a bien évidemment été épaulé par des herboristes, des chimistes, des pharmaciens, mais aussi des botanistes, des biologistes, ainsi que des professionnels de la pédagogie. Dans cet épisode, Christophe nous parle de son enfance à l'orée des bois, de son parcours scolaire et de ses expériences en woofing. Il nous partage aussi ses connaissances et son savoir. À ma demande, il nous explique comment consommer le tilleul, des feuilles à la graine. J'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode avec Christophe, que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. J'espère que cet échange vous plaira et qu'il vous donnera envie, autant qu'à moi, de vous former pour mieux appréhender notre patrimoine végétal. Bonne écoute à tous. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir au micro. Ça fait longtemps que je suis ton travail et que je m'étais noté de t'interviewer. Et puis voilà, le temps a passé. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Je m'appelle Christophe de Haudy. Je suis un amoureux de la nature depuis toujours. Mon père avait une petite ferme et ma mère vivait en lisière de forêt. Et je passais mon temps dans la nature, avec les amis, à me baigner dans les étangs, à grimper dans les arbres, à faire des cabanes, à cueillir les fruits dans les vergers, dans les potagers, et à cueillir des plantes sauvages et des champignons, déjà petits, et à les cuisiner, parce que je suis un grand gourmand. Donc je suis un amoureux de la nature, grand gourmand, qui aime le bien-être, qui aime se balader, qui aime le beau, qui aime les belles relations humaines, l'activité physique, l'aventure, la découverte de paysages. Et j'ai fondé Le Chemin de la Nature, il y a maintenant quelques années, plusieurs années, pour retransmettre tout ce que j'avais appris sur ces connaissances des plantes sauvages comestibles et médicinales. Donc voilà, je me suis formé en herboristerie, je me suis formé en botanique de terrain, je me suis formé dans finalement tous les usages des plantes, à la fois comestibles, mais aussi médicinaux, et puis beaucoup d'autres finalement anecdotes autour des plantes. Et vu que ça me passionnait, que ça me passionne toujours, naturellement, je transmettais. Donc, je me suis mis à transmettre, donc il y a maintenant 10 ans. Et voilà, avec une vraie conviction de vouloir retransmettre cette connaissance au plus grand nombre. C'est pour ça aussi que j'ai été actif sur les réseaux sociaux dès le début, pour partager cette connaissance aussi à ceux qui ne sont pas sur Paris et qui ne pouvaient pas participer aux ateliers, aux balades. Et des balades, comme je disais, ça fait 10 ans. Donc j'ai commencé avec le format participation libre, pour que les gens, tout le monde puisse venir et donner ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et je continue à faire ce format, bien que petit à petit, on a proposé d'autres formats, donc des formats plus longs, des formats thématiques, des formats avec de la pratique, avec de la cuisine, avec des ateliers pour faire ses remèdes, des stages pour approfondir vraiment sur plusieurs jours, etc. Et ce format sans participation libre, il est toujours. C'est à peu près une fois par semaine, toute l'année, même en hiver. Bois de Vincennes principalement, c'est vraiment the place to be de Paris. C'est 1000 hectares, c'est beaucoup de milieux différents, énormément de plantes sauvages. Donc c'est vraiment chouette, mais bon, le Bois de Boulogne, c'est cool aussi. Notamment au Bois de Boulogne, il y a l'Ail des Ours, donc c'est pour ça aussi que j'y vais. Parce que l'Ail des Ours, il n'est pas trop présent au Bois de Vincennes. Et puis voilà, comme ça fait plaisir aussi à ceux qui habitent dans l'ouest parisien. Et voilà, donc je garde ce format sans participation libre. Voilà, on est un peu plus nombreux que dans les formats payants.
Mais c'est très très chouette, ça se passe bien. Et puis j'adore toujours animer, donc voilà, pour continuer la présentation, je suis maintenant, on va dire, toujours animateur, toujours passionné, et puis je co-crée des contenus, je participe à faire fonctionner l'entreprise du Chemin de la Nature, où maintenant on est 30 au Chemin de la Nature, donc surtout consacré à créer des formations en ligne, donc à créer du contenu de super qualité. Donc pour ça, j'ai embauché des gens très compétents, donc des pharmaciens avec des doctorats en chimie végétale, passionnés de plantes depuis toujours, d'autres qui ont ça aussi et qui en plus produisent des plantes, les transforment et les vendent, des biologistes, des botanistes, des ingénieurs pédagogiques, des vidéastes pour faire des super vidéos, les ingénieurs pédagogiques qui réfléchissent aussi à comment transmettre cette connaissance, donc avec des activités ludiques, et puis bien sûr des gens pour faire les maquettes, ça j'ai pas dit, etc. Des développeurs, toute une partie technique. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a donc du contenu payant et du contenu mis en ligne gratuitement, notamment sur votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram, où il y a vraiment déjà énormément de ressources. C'était aussi ta volonté de diffuser le savoir comme ça de manière libre? Complètement, hein. C'est depuis le début, comme je te disais, l'objectif c'est de transmettre cette connaissance. C'est pour ça que spontanément, j'ai eu l'idée de faire venir mon meilleur pote à une balade pour me filmer. Vu que naturellement, j'avais pas l'envie de parler à une caméra, c'était pas mon truc, je l'avais jamais fait. Donc je me suis dit, j'ai cherché une solution pour que ce soit confortable. Je me suis dit, il va venir me filmer en train de faire ce que je sais faire, et ce que j'aime faire, c'est-à-dire transmettre. Et j'ai une bonne idée. Parce qu'au final, vu que t'es en live, hein, je veux dire, t'es en train d'animer, donc tu te rends même pas compte que t'es filmé, en fait. Et T'y penses pas. t'y penses pas. Bon, après, t'y penses un peu quand même, pour pas dire de bêtises, pour être synthétique, pour pas blablater pour rien, pour montrer la plante, ce qu'il faut. Mais après, ça devient un réflexe. Donc maintenant, quand on vient me filmer, je sais exactement quand je dois répéter une phrase que j'ai dit moyennement, et je fais ça naturellement, et les gens se rendent même pas compte que j'ai répété des phrases pour le caméraman, et que j'ai montré la partie aussi pour le caméraman, en plus de pour les gens. Et ce qui fait que quand il y a un vidéaste qui veut me filmer en balade, ça permet de faire des vidéos et de retransmettre ce que je transmets sur le terrain, aussi aux gens qui peuvent pas venir sur le terrain. Donc de faire donc comme tu dis, on a des 300 vidéos aujourd'hui, à peu près, sur la chaîne YouTube. Et ceux qui font les balades, je leur dis souvent, en plus d'apprendre sur le terrain, vous pouvez réviser chez vous grâce aux vidéos. Il suffit de noter le nom des plantes et puis faire une petite recherche. Et puis ils peuvent se rafraîchir leur mémoire. C'est comme ça que ça rentre, quoi. Hein, pour vraiment apprendre les plantes, vu que c'est une vaste connaissance, il faut faire du terrain régulièrement. C'est ludique, c'est chouette. Mais en plus de ça, c'est cool de regarder les vidéos pour réviser, de bouquiner un petit peu des livres. Et puis en faisant ces 3 choses, et en retransmettant soi-même, à ses proches, à ses potes, ou même en atelier, hein. C'est comme ça que ça rentre. Et pour revenir sur ton parcours, pour toi, ça a été une évidence de travailler avec les plantes, de te former à ce sujet-là tout de suite, après le bac, ou comment ça s'est fait? Puisque tu as 3 casquettes, naturopathe, herboriste et botaniste, c'est ça? Alors, déjà, ce qui était une évidence pendant mes études, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc, les études de façon générale, c'est-à-dire qu'il y avait trop de matières, tout ne m'intéressait pas. J'avais envie de me spécialiser, mais en même temps, j'ai pas été encouragé à le faire, parce que malgré le fait que ça m'intéressait pas, je me débrouillais correctement. Et donc, en terminale, je voyais tout le monde qui cherchait des études de commerce, des études, des écoles de commerce, etc., d'ingénieurs et tout, et moi, ça me parlait pas. Et je me voyais pas continuer à être assis sur ma chaise toute la journée, à apprendre plein de choses qui me passionnent pas. Donc voilà, je me suis dit très vite en terminale que j'allais passer mon bac, parce que apparemment il fallait, et que j'allais partir voyager. Donc j'ai économisé pour faire 1 an de woofing. Bon, j'ai pas fait 1 an de woofing, mais j'ai fait 1 an de voyage en tout cas, avec beaucoup de woofing, notamment en Australie. Et puis je me suis dit, en plus ça me permettra d'avoir un petit diplôme d'anglais et espagnol, pourquoi pas. Donc je suis parti voyager, j'ai fait du woofing, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'en ai fait aussi en Amérique centrale. Le woofing, c'est un super concept
Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ça va, je suis sauvé. Si jamais je n'ai pas de boulot, j'ai pas envie de travailler, je peux faire du woofing. Et donc, le woofing, ça permet d'aller dans des fermes, en général en permaculture ou bio, voilà, éthique, qui fait de son mieux pour être écolo et compagnie. Mais différentes fermes possibles. Ça peut être faire du fromage, ça peut être des vergers, ça peut être le potager, ça peut être culture de plantes, culture et transformation, vente sur les marchés. Ça peut être vraiment très c'est divers et varié, en fait. Et l'idée, c'est que tu as un petit bouquin ou tu vas sur le site internet et tu regardes toutes les fermes, ce qu'elles font. Et puis, si ça t'intéresse, si c'est là où tu veux aller et que ce qu'ils font t'intéresse, tu les appelles et tu leur dis que tu aimerais bien aller chez eux de telle date à telle date. Et puis, s'ils ont de la dispo, ils te disent oui. S'ils n'en ont pas, ils te disent non. Et puis, tu y vas et tu travailles avec eux en moyenne 4 heures par jour, en échange d'être hébergé et nourri. Donc, c'est super chouette. Donc, tu vis leur vie, en fait. Tu bosses un peu moins qu'eux, quand même. Mais tu vis quand même globalement leur vie. Si tu t'entends bien avec eux, ils t'emmènent voir leurs potes, ils t'emmènent avec eux dans ce qu'ils font, leurs activités aussi extra-travail. Tu peux rencontrer aussi d'autres personnes qui sont en woofing. Tu rencontres très souvent d'autres personnes qui sont en woofing. Et puis voilà, donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Tu vis vraiment une expérience. Donc j'ai appris des choses. Et puis en même temps, j'ai appris les langues. Et puis à mon retour, je savais, j'ai toujours un peu su que je voulais travailler en lien avec la nature, hein, et avec le bien-être, et avec la nourriture. Et donc, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité de travailler avec les plantes, en tout cas d'étudier les plantes et leurs usages. Et puis quand j'ai découvert, en fait, je connaissais déjà quelques plantes comestibles, mais jamais j'aurais cru qu'il y en avait autant. Jamais j'aurais cru qu'il y ait plus de 1000 espèces de plantes sauvages comestibles et médicinales en France métropolitaine. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, je veux toutes les connaître. Donc voilà, j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à étudier l'herboristerie, la botanique, bien sûr. Et voilà, et le paysage en général. J'adore les jardins, j'adore la nature en général, en fait. Hein. Et puis, si c'est une nature qui est à la fois sauvage, donc intéressante pour la biodiversité, et comestible et médicinale, donc aussi intéressante pour le gourmand que je suis. Et puis voilà, c'est faire des petites tisanes ou des petits remèdes santé pour des petits problèmes de santé. Je trouvais que c'était parfait, quoi. Le meilleur des mondes, c'était un petit côté paradis, quoi. Et puis voilà, donc vu que moi j'ai envie d'un paradis dans la vie, je me suis dit, je vais créer mon job de rêve. Et donc mon job de rêve, c'était de transmettre cette passion de la nature et des plantes, mais aussi des champignons, parce que je me suis formé aussi aux champignons, la mycologie. Et pour me former sur le terrain, j'ai passé des centaines d'heures avec des botanistes, vraiment des très bons botanistes, qui sont très généreux dans leur partage de leur savoir. Et j'ai fait beaucoup de bénévolat aussi, donc dans les associations qui font des relevés de plantes, dans des endroits pour éviter justement de faire des constructions là où il y aurait des plantes rares ou vraiment intéressantes. Donc j'ai passé pareil avec eux des centaines d'heures à identifier des plantes. Et les champignons, pareil. Pour la théorie, il y a des bouquins. Et ensuite, pour la pratique, il y a des mycologues, des associations de mycologues, et avec qui j'ai passé des centaines d'heures aussi. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, on soit autant déconnecté de la nature, ou en tout cas dans la globalité? Alors toi, tu étais très connecté depuis tout petit, mais ça reste quand même une minorité de la population en France. Comment t'expliques ça? Est-ce qu'il y a une fracture à l'école? Un manque d'apprentissage sur le sujet, sur le patrimoine végétal français? En tout cas, en ce qui concerne la nature et ces plantes sauvages, depuis, on va dire, depuis les années 50, hein, depuis la révolution industrielle, on va dire, les plantes sauvages ont un peu été étiquetées de mauvaises herbes, ou alors, encore pire, hein, depuis l'après-guerre, depuis les périodes de guerre, des plantes de famine. Donc des plantes de famine, des plantes de gens en difficulté, finalement. Donc les plantes sauvages étaient synonymes avec galère, et avec galère pour la santé au niveau financier, mais aussi galère en termes de travail. C'est-à-dire qu'il fallait les arracher. Donc forcément, ça nous fait bosser, on n'est pas content. Donc elles ont eu une mauvaise image, et elles commencent à avoir une bonne image de plus en plus depuis quelques années, mais ça prend un peu de temps. Donc vu qu'elles avaient une mauvaise image, il n'y avait pas de transmission.
Il n'y avait pas de passion pour transmettre. Ou alors si, c'était juste, celle-là, il faut l'éradiquer. Donc c'était quelques-unes qu'on connaissait, mais de façon péjorative. Et aujourd'hui, ça commence à... Bon, ça c'est une chose, c'est pas pour autant qu'on a perdu la connaissance. En fait, la connaissance, elle devient de plus en plus précise, de plus en plus complète sur les plantes et leurs usages, que ce soit en botanique, en pharmacognosie, c'est-à-dire les molécules actives des plantes, en clinique, c'est-à-dire en propriétés précises des plantes sur la santé, en composition nutritive, etc., etc. Ça, on a une connaissance qui est de plus en plus précise, complète, exhaustive et sûre. Mais le truc, c'est que de moins en moins de personnes ont accès à cette connaissance. Avant, les gens n'avaient pas accès à toute cette connaissance, parce que c'est trop vaste, en fait, tout simplement. Ça demande une vie pour tout connaître. Et puis, il n'y avait pas les livres qu'il y a aujourd'hui de cette qualité, à l'époque. Mais ils avaient une connaissance, on va dire... ils avaient une certaine connaissance qui se transmettait génération en génération et qui a été un peu arrêtée. En tout cas, vachement diminuée. Donc, il y a de moins en moins de gens qui ont une connaissance, même pas complète, bien sûr, des plantes, mais la connaissance en tant que telle, elle perdure. Et donc, l'idée, c'est de changer un peu ça et de transmettre au plus grand nombre, à la fois aux enfants, aux adultes, pour que cette connaissance redevienne une connaissance de tous, quoi. Les champignons, par exemple, on a très largement tendance à s'en méfier et à les craindre. Moi, je me souviens petite, on pouvait les apporter à notre pharmacien qui nous disait si oui ou non ils sont comestibles. Aujourd'hui, dans le village où j'ai grandi, le pharmacien qui a remplacé l'ancien pharmacien, il propose plus ce service. Donc là encore, si toi, tu n'as pas la connaissance, c'est difficile d'y avoir accès. Alors, en tout cas, c'est clair que les pharmaciens n'ont pas une formation nécessaire, suffisante pour identifier les champignons des gens. Et puis, en plus, ils engagent leur responsabilité. Donc, s'ils ont peu de connaissances, ils vont te dire de ne pas le manger, c'est sûr. Il y a quelques pharmaciens qui sont passionnés. Et ceux-là, oui, ils peuvent t'aider. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours d'aller plutôt dans les sociétés mycologiques où là, tu as des pharmaciens et des non-pharmaciens. Mais tu n'as pas besoin d'être pharmacien, en fait, pour savoir identifier les champignons. Il suffit juste d'être passionné et d'avoir fait du terrain et d'avoir appris. Peu importe que tu sois pharmacien ou n'importe quel autre métier. Donc voilà, par exemple à Paris, tu as la Société mycologique de France, dans le 12e, il y en a un peu partout en fait, des sociétés mycologiques. Et tu peux y aller, ils ont en général, à Paris c'est le lundi de 17h à 19h, tu peux y aller avec ton panier et leur montrer tes champignons. Il y a des champignons comestibles à Paris ? Il y a des champignons comestibles à Paris, il y a beaucoup de champignons comestibles à Paris, au bois de Vincennes notamment, au bois de Boulogne. Tu les montres aussi pendant tes balades et tout ? Ouais, on anime des balades champignons à partir à partir de fin septembre, début octobre. Et lors de tes balades, est-ce que c'est à chaque fois des thématiques différentes, plantes médicinales, plantes comestibles, ou tu balayes un petit peu tout, parce que j'imagine que tu n'as pas beaucoup de temps J'ai autant de temps que Enfin, je veux dire, il y a différents formats. Donc, il y a des formats de 4 heures, des formats de 2 heures, des formats d'une journée, de 2 jours, de 3 jours. Donc, il y a le temps. Il y a des thématiques sur les champignons, mais par exemple, même les thématiques sur les champignons, je veux dire plantes d'automne et champignons. Je vais parler principalement des champignons, mais c'est dommage de ne pas parler de petites plantes qui se marient très bien avec les champignons d'ailleurs. Donc, c'est rarement sur des thématiques très précises, sans parler un petit peu d'autres choses, mais quand même. C'est-à-dire que je vais faire des balades sur les arbres, et sur les balades sur les arbres, je parle que des arbres. Il y aura des balades sur les plantes aromatiques, et là, je me concentre sur les plantes aromatiques. Mais voilà, il y a des thématiques quand même. Et les formations que vous dispensez sur votre site internet, enfin pas le site de Chemin de la Nature, mais le site des formations, c'est à l'intention de qui ? Alors les formations en ligne, donc là, on a une formation complète. On a une formation complète, c'est-à-dire sur la botanique, la cueillette, la cuisine des plantes et l'herboristerie, phytothérapie. Et là, c'est à destination de tous ceux qui veulent avoir accès à une connaissance complète, justement, exhaustive, très bien sourcée, avec de gros efforts de pédagogie, pour que ce soit vraiment agréable d'apprendre
et que ce soit finalement facile ensuite de retransmettre et de retransmettre avec des sources. Personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup manqué dans les études que j'ai pu faire, dans mon parcours, c'est de ne pas avoir systématiquement de sources, d'avoir peu de sources et d'avoir finalement des listings de propriétés, plein d'infos, mais tu ne sais pas d'où elles viennent et tu ne sais pas les hiérarchiser. Tu sais pas lesquelles sont, les vraiment sérieuses, lesquelles sont, OK, c'est de l'empirisme peut-être, a priori, voilà. Et là, nous, on a fait un gros travail de hiérarchisation de la qualité des infos qu'on a et puis de toujours mettre les sources. Si c'est dans les livres, ben, on choisit que des livres, de qualité, des livres de référence et puis on met même la page, pour que ce soit vraiment ensuite, facile d'aller plus loin, mais aussi de retransmettre et de retransmettre encore une fois en pouvant citer ses sources. Si quelqu'un te dit: «Bah, non, bah, moi j'ai entendu le contraire». D'accord? Moi ma source c'est ça et toi? Et la personne elle va dire: «Bah, moi c'est quelqu'un qui me l'a dit». Bah, oui, mais ça marche pas ça. Ça a moins de poids qu'une source de référence. Et ben, le problème c'est que si on n'a pas ça, et ben, on apprend plein de choses comme ça fait un peu téléphone arabe. C'est-à-dire qu'il y a un tel qui va nous dire ça, l'autre il a eu une expérience avec une plante, tout d'un coup ça devient une vérité. Voilà, il a pris une plante, ça lui a fait du bien. Je sais pas moi, à la digestion. Donc il va dire: «Bah, cette plante elle est géniale, elle est digestive». Et puis il va le retransmettre ensuite. Et puis alors qu'en fait elle l'était pas du tout. Et donc ça fait téléphone arabe et puis on peut ensuite retransmettre des informations pas très fiables. Donc nous vraiment l'idée c'était, tant qu'à retransmettre une connaissance, c'est quand même une connaissance qui touche à la science, à la santé, toutes les connaissances, hein, botanique, cuisine et herboristerie, ça touche à la science et à la santé. Donc il faut pas faire n'importe quoi dans cette thématique. C'est-à-dire que dans cette thématique, on on peut pas affirmer tout et n'importe quoi parce qu'après il y a des risques. Soit il y a des risques de confusion, soit il y a des risques de trop manger d'une plante et de se faire du mal. Même si c'est, en mangeant régulièrement, enfin plusieurs fois, que ça fait du mal et qu'on ne le ressent pas forcément sur le moment, ça peut faire du mal et cetera. Et voilà. Je me dis que tant que bah, vu qu'il faut cette connaissance, on aimerait qu'elle soit accessible à tous, bah, il faut être, béton quoi, dans ce qu'on transmet. Et sinon, bah, c'est normal, on va être catalogué de charlatans, on va être catalogué de danger pour la santé publique, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est que les gens puissent utiliser les plantes en toute sécurité, en sachant pourquoi ils l'utilisent, comment, et etc. Toi, ce que tu aimerais, c'est qu'on puisse, tous, avoir accès à ces connaissances et après aller dans les bois ou les forêts de France, cueillir ce dont on a besoin sans avoir, d'appréhension ou risquer, de se faire du mal. Déjà, ce que je pense important, c'est qu'on ait conscience et qu'on ait des connaissances sur la nature, parce que je suis convaincu que mieux on connaîtra la nature, plus on l'aimera et plus on voudra, la privilégier, plus on voudra, la protéger et plus on voudra y passer du temps et donc plus c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on connaît quelque chose, et ben, on est familier. C'est-à-dire que quand on est dans la nature et qu'on voit plus que du vert, on voit des individus, qu'on sait qu'ils communiquent entre eux, qu'on sait que cette plante, elle est intéressante pour ces insectes, qu'on sait que ces plantes-là, elles peuvent se manger, qu'on sait que bah, si on en prend un peu, ça repousse malgré tout, bah, qu'on apprend plein de choses sur les plantes et puis on en a aussi un lien avec les sens. Hein. On fonctionne beaucoup comme ça, les humains. C'est-à-dire quand on a mangé une plante, quand on l'a sentie, quand on l'a touchée, quand on l'a vue dans son assiette, quand on a vu son enfant faire un jouet avec, bah, tout de suite, la plante, elle évoque des souvenirs qui touchent aux émotions, des souvenirs qui font plaisir, quoi. Et donc, ça fait qu'on l'aime plus. On y passe plus de temps et ça fait qu'on va peut-être moins tondre, ça fait qu'on va peut-être plus, enfin, on va à nouveau replanter des haies, des arbres, des bois, qu'on va favoriser la biodiversité, qu'on va arrêter peut-être de mettre trop de pesticides, qu'on va arrêter d'arracher les mauvaises herbes, qui ne sont pas des mauvaises herbes. On va arrêter d'arracher les bonnes herbes, ou en tout cas beaucoup moins, etc., etc. Ça n'existe pas les mauvaises herbes? Clairement, non, on pourrait dire que non. Après, parfois, il y a des plantes, on va dire invasives, qui prennent vraiment la place d'autres plantes, sauvages de chez nous, enfin des plantes indigènes, qui, elles, sont vraiment intéressantes pour la biodiversité, encore une fois, pour les animaux, dont les insectes, et des plantes invasives qui prendraient leur place, qui sont moins intéressantes, voire pas
intéressantes pour la biodiversité du tout. Celles-ci, on ne va pas les appeler des mauvaises herbes, parce que dans leur pays, là où elles sont indigènes, elles sont pas mauvaises. Mais chez nous, elles peuvent être un petit peu néfastes. Donc celle-ci, envahissante, est néfaste pour la biodiversité. Celle-ci, oui, on peut les enlever. On peut essayer de limiter leur envahissement, quoi. Alors là, on est en été en ce moment. Quelle est ta plante préférée ou celle que t'aimes le plus présenter, qui surprend à chaque fois? J'imagine que pendant ces balades dans le bois de Vincennes, les gens doivent être hyper surpris. Moi, j'ai regardé quelques vidéos, dont une où tu expliques qu'on peut manger les feuilles du tilleul en salade. Et, euh, et je regrette de ne pas avoir su ça pendant le confinement, parce que j'aurais fait plein de salades. Voilà, je parle du tilleul alors. Le tilleul, c'est vraiment un arbre génial. Parce que, comme tu dis, on peut manger ses feuilles à partir du mois d'avril. Et juste avant les feuilles, d'ailleurs, il y a les bourgeons en train de s'ouvrir, qui sont sympas aussi. On peut manger ses feuilles à partir du mois d'avril jusqu'à encore maintenant, mois de juillet. Bon, août aussi, mais on va dire que voilà, moi je les cueille jusqu'à juillet, parce que quand même après, elles s'abîment un peu, vu que c'est un arbre à feuilles caduques qui vont donc tomber vers le mois de septembre-octobre. Octobre. Elle commence à s'abîmer à partir du mois de juillet. Mais jusqu'au mois de juillet, c'est assez rare pour une feuille d'arbre, et ben elle reste belle, et puis elle continue à fondre dans la bouche. En fait, ce sont des fibres peu fibreuses comparées aux autres feuilles d'arbre. C'est très riche en mucilage, et les mucilages, c'est quelque chose qui se mélange facilement avec l'eau, donc avec la salive, et qui forme un peu comme un gel. Quand tu manges une feuille de tilleul, tu as tout de suite quelque chose d'onctueux dans la bouche, un peu voilà, agréable à manger. Elles sont sucrées, en tout cas pour mon tilleul préféré, parce qu'il y a plusieurs espèces de tilleul. Mon tilleul préféré, c'est le tilleul à petite feuille. Pour savoir si c'est le tilleul à petite feuille, il faut retourner sa feuille, et à l'aisselle des nervures, aux intersections entre deux nervures, il y a des petites touffes de poils roux. Voilà. Donc, s'il y a des petites touffes de poils roux, c'est le tilleul à petite feuille qui est bien sucré, bien agréable. Et si les petites touffes de poils sont blanches, eh ben, c'est le tilleul à grande feuille plutôt, qui est comestible aussi. Tous les tilleuls sont comestibles, mais le tilleul à grande feuille va être un peu moins bon au goût, et un peu plus velu, donc un peu moins agréable en texture. Il y a le tilleul argenté qui est beaucoup planté aussi, et qui est intéressant. J'aime beaucoup le manger aussi. Alors, on va parler des feuilles qui sont très nutritives, en plus d'être agréables à manger. On peut les manger en salade, on peut les manger en soupe, on peut les faire sécher. On va faire de la poudre qu'on va mélanger à d'autres farines, par exemple, pour faire des cakes, pour faire des galettes, faire du pain. Donc, elles sont très nutritives, je disais, même riches en protéines. C'est intéressant, ça. D'ailleurs, elles ont été utilisées pour améliorer les rations alimentaires pendant la guerre. Donc, ils mélangeaient des farines à de la poudre de tilleul pour apporter des bons nutriments, pour éviter les carences. Donc, ça fait vraiment partie des plantes que je mange le plus, en tout cas avril, mai, juin, quoi. Ne serait-ce qu'en balade, en grignotant, mais aussi chez moi. Puis même en balade, j'adore prendre mon petit saladier, ma petite sauce, comme ça. Je cueille sur place les feuilles, puis plein d'autres plantes. Je mets ma sauce, j'ai mon pain, et je me fais un repas comme ça, salade, limite parfois je les mets dans le pain, ça fait sandwich. C'est très sympa. Et ensuite, il y a les fleurs. Avant les fleurs, il y avait les boutons floraux qu'on peut faire comme des câpres. Genre, on fait bouillir du vinaigre, on les met on met un peu de sucre, un peu de sel dans le vinaigre pour lui donner du bon goût. Ensuite, on met ça sur les boutons floraux. On peut faire ça aussi avec les petits fruits. Juste après que les fleurs soient fécondées, il y a des petits fruits. Et on peut faire des câpres aussi avec. Et les fleurs, bien sûr, connues pour les infusions, qui sont à la fois bonnes. Donc, on peut faire des limonades avec, on peut faire aromatiser des crèmes dessert, etc. C'est un bon goût intéressant. Ça rappelle un peu le miel, un goût floral sympa. Et en plus, ça aide à dormir, ça aide à calmer le stress, ça aide à calmer les irritations au niveau des muqueuses, les petits bobos dans la bouche, les gorges irritées, etc. C'est pas terminé, il y a la graine. Donc, quand le fruit est à maturité, à partir du mois d'août, surtout pour le tilleul à grande feuille, parce que sinon le fruit il est vraiment trop petit, donc la graine aussi, et on a des graines. Il peut y avoir 1 à 2 graines dans le fruit sec, dans les boules qui pendent. Et là-dedans, c'est 2 petites graines qui se mangent, qui ont une composition équivalente aux amandes ou aux noisettes, et un goût très proche de l'amande. Et voilà, donc on a le coup de main, parce qu'il faut mettre le petit fruit sec dans sa bouche,
croquer, ça l'ouvre en deux, prendre la graine, manger, reprendre un fruit, croquer, prendre la graine, manger. Voilà, moi, à force d'en manger, j'ai le coup de main, donc je peux en manger 30 en 3 minutes. Mais voilà, au début, c'est un peu dur. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Mais avec le coup de main, on peut avoir ses calories. En 5-10 minutes, on a l'équivalent de 10 noisettes, quoi. Et le tilleul, c'est un arbre qu'on trouve partout en France métropolitaine. On trouve presque partout, ouais. Presque partout. Si c'est pas une espèce, c'est l'autre. Donc, ouais, c'est assez commun. Et la plante qui est la plus mal aimée, est-ce qu'il y en a une qui est mal aimée? Tu vois, par exemple, j'ai pensé l'ortie pendant longtemps, elle a été un peu mal aimée parce qu'elle pique et elle est urticante, mais alors qu'elle est très riche et pleine de propriétés. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Peut-être le gaillet gratteron, parce qu'il est vraiment envahissant. Quand il pousse, le gaillet gratteron, c'est une petite plante qui s'accroche, euh, qui va avoir des feuilles en verticille, c'est-à-dire qu'ils font tout le tour de la tige, un peu comme une couronne, avec une tige carrée, et qui fait des tout petits fruits secs, 2 petites boules, de même pas 3 millimètres, qui s'accrochent aux chaussettes quand c'est en fruit. Et ben, c'est une plante qui, grâce à ses petits poils en crochet, là, va s'accrocher sur les autres plantes. Donc, par exemple, si elle pousse au pied d'un rosier, on ne se rend pas compte au début, quand elle commence à pousser, mais après, elle va complètement recouvrir le rosier. Donc, ça fait partie des plantes qui donnent du travail aux jardiniers. Donc, peut-être qu'elle est mal aimée des jardiniers. Après, en fait, les plantes mal aimées sont souvent des plantes envahissantes dans les parterres floraux, dans les plantations de petits arbustes, dans les potagers, voilà, qui demandent vraiment beaucoup de travail. Il y a le liseron, il y a le gaillet gratteron, etc. C'est plutôt celle-ci, les mal aimées, ou sinon, ça peut être, comme tu dis, l'ortie. Quand il y a trop d'ortie dans un jardin, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Et de se déplacer. Et donc de se déplacer. Donc forcément, ceux qui ont un petit jardin de 200 mètres carrés et ils ont 50 mètres carrés d'ortie et qu'ils n'arrivent pas à l'enlever, ça les frustre, quoi. C'est très bon en soupe, en plein de choses. C'est hyper bon. C'est très bon en soupe, mais j'avoue, je les comprends. Moi, j'aimerais pas avoir la moitié de mon jardin d'ortie, quoi. Ah bah oui. Et vu que c'est compliqué de s'en débarrasser, ça peut les agacer, donc je comprends aussi. Et puis l'avantage de l'ortie, c'est qu'il y en a partout, donc t'es pas obligé d'avoir 50 mètres carrés d'ortie dans ton jardin. T'as pas besoin. Et bon, voilà, donc il faudrait vraiment les déraciner, enlever tout. En fait, l'ortie, elle fait des rhizomes, des tiges souterraines, ce qui fait que il suffit qu'il y ait un petit morceau de rhizome dans le sol pour qu'elle reparte. Donc il faut vraiment déraciner si on veut enlever l'ortie. Mais comme tu dis, si ça prend pas d'espace vraiment important dans ton jardin, il faut la laisser, quoi. C'est génial, l'ortie. C'est bon, encore meilleur, je trouve, quand c'est jeune, au début du printemps. Ou alors, après fauche, ça repousse en 3 semaines. Donc on peut avoir des jeunes pousses finalement un peu toute l'année. Si on veut que l'ortie elle soit optimale à la fois en composition nutritive et en propriété médicinale, l'idéal, c'est vraiment la jeune pousse de printemps. Voilà. Si on fauche et que ça repousse, il faut savoir qu'il y aura moins de molécules actives et de nutriments. Si on prend des jeunes pousses de l'automne, parce qu'il y a aussi à l'automne, elle en fait des jeunes pousses, ça sera pareil, ça sera moins riche. Par exemple, à l'automne, il y a 20% de protéines du pois sec, c'est-à-dire sur 100 grammes d'ortie séchée, à l'automne, tu as 20 grammes de protéines sur ces 100 grammes. Au printemps, tu as jusqu'à 40 grammes. C'est le double. Donc voilà, à choisir, si on veut faire des conserves, des stocks, les faire sécher pour se faire des infusions ou des poudres, etc., il vaut mieux les cueillir au début du printemps. Et en plus, c'est meilleur. Le goût est incroyable, à la fois comme aromatique, ça peut se faire en sucré, en salé. Aromatique, moi j'aromatise des boissons, c'est super bon. On peut faire des confitures, on peut faire des sirops, on peut faire des pestos crus. Comment on fait des pestos crus vu que ça pique? Il faut mixer. Si on mixe, ça n'a plus de soucis. Ou alors hacher, mais très finement. Donc là, ça pique plus. On peut faire du jus, passer à l'extracteur. Mixer, on peut faire des gazpacho. Ensuite, on peut les cuire, bien sûr, la soupe d'ortie. On peut faire tout ce qu'on peut faire avec des épinards. Finalement, avec des légumes feuilles qu'on peut cuire ou manger cru, on peut le faire avec l'ortie. Quand j'étais petite, mes parents ils me forçaient à boire de la soupe d'ortie. C'est pas un bon souvenir, alors que maintenant j'adore ça, mais petite, c'était difficile. Est-ce que toi, tu jardines? C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas de jardin pour jardiner.
Donc, je ne jardine pas pour l'instant, mais je cueille beaucoup. Moi, j'ai un grand jardin, la nature. Mais il se débrouille tout seul. Oui, il n'a pas besoin de toi Il a pas pour besoin de moi. l'entretenir. On parlait de l'école en début d'épisode. Est-ce que tu donnes aussi des formations au sein d'écoles? Est-ce que tu travailles avec les enfants? Oui, on répond à des demandes, parce qu'on en a plusieurs, d'écoles ou d'associations qui veulent organiser des balades pour les enfants ou parfois parents-enfants. On propose aussi dans notre calendrier des sorties parents-enfants. Et voilà, notre objectif, c'est de créer une pédagogie avec des supports pédagogiques, avec une progression, avec des sorties à chaque saison, plusieurs par saison même, pour ensuite les proposer dans les écoles. C'est en cours de réflexion. On a beaucoup de choses en cours de réflexion, donc J'imagine. il faut qu'on s'y mette. On n'est que 30. C'est déjà pas mal. Ouais, mais il faut qu'on soit plus si on veut tout faire. Ça fait partie des projets, ouais. Vous avez un statut d'entreprise ou d'association? D'entreprise. Donc c'est 30 salariés? Non, pas 30 salariés, mais plusieurs salariés. Ouais. Et des prestataires aussi en mission, quoi. On a beaucoup parlé des plantes comestibles. Toi, tu es très gourmand, tu l'as dit. Est-ce qu'il t'est arrivé de conseiller ou en tout cas de créer des menus, conseiller des chefs? Ça m'est arrivé. Ça m'arrive de temps en temps. On le voit de plus en plus, la cuisine végétale. J'ai fait notamment un partenariat qui a duré 2 ans avec un chef, Rémi Chambard, au restaurant étoilé Le Corot, à Ville d'Avray, d'où je viens, sur la forêt de Fausse-Repose. Et voilà, je lui ai appris des plantes, on a échangé, et puis j'animais des balades, et ensuite on allait manger dans le restaurant avec des groupes, des bons plats cuisinés par le chef. Et sinon, oui, ça m'arrive de conseiller pour des traiteurs qui veulent faire des événements avec des aliments, on va dire, originaux, et puis des chefs, ouais. Au niveau des plantes médicinales, c'est un sujet qui t'intéresse aussi grandement? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Et puis d'ailleurs, dans nos formations en ligne, la partie la plus exhaustive, la plus complète, qui demande le plus de travail, c'est la partie phytothérapie, herboristerie, phytothérapie. Vous proposez au sein de cette formation de quoi ça, je sais pas, apprendre à créer ses propres remèdes? Comment ça se passe? Ah voilà, herboristerie dans notre formation, c'est déjà connaître les molécules actives des plantes, les grandes familles de molécules qu'on trouve dans les plantes. Qu'est-ce qu'elles apportent comme propriété? Comment est-ce qu'on peut les extraire des plantes? Est-ce que ce sont des molécules qui sont extraites à l'eau plutôt, ou à l'alcool par exemple, ou à l'huile? Donc comprendre ces molécules, savoir un peu dans quelles plantes elles sont, principalement. Ensuite, donc, j'ai dit comment les extraire. Et donc comment les extraire, ça va être comment faire ces remèdes avec les plantes, en fonction des molécules qu'on veut extraire. Donc ça va être comment faire déjà sécher ces plantes, comment faire un macérat huileux, comment faire un baume, comment faire des macérations alcooliques, alcoolature, teinture alcoolique, comment faire des sirops qui se conservent bien, comment faire des poudres, etc. Donc ça, on a vraiment tout ce pan-là, on va dire do it yourself, ces remèdes, mais comprendre aussi pourquoi on fait un remède plutôt qu'un autre, et comment les plantes ensuite vont agir. On a la partie santé, c'est-à-dire par système. Donc voilà, s'il y en a des problèmes plutôt digestifs, on a des cours complets sur comment fonctionne le système digestif, quelles sont les pathologies, les maux de ce système, donc les problèmes digestifs en partant de la bouche jusqu'à la sortie. Donc ça va être les aftes, ça va être les remontées acides, ça va être les digestions lourdes, ça va être les ballonnements, la constipation, la diarrhée, etc. Et ensuite, bien sûr, pour chacun de ces troubles, on présente les plantes les plus appropriées, les plus efficaces, et on rentre dans le détail, bien sûr, pour les utiliser. Quelle quantité, quel remède précisément, pendant combien de temps, quelles contre-indications, etc. Donc ça, c'est très complet. Et ça pour tous les systèmes. Système digestif, ostéo-articulaire, respiratoire, hormonal, etc. Donc ça, c'est une autre partie. Ensuite, on a les familles, enfin, dans la botanique, ça fait partie à la fois de la botanique, de la cuisine et de l'herboristerie, c'est que on va, comme ce que je fais sur le terrain, c'est-à-dire classer les plantes par famille. Enfin, elles sont classées par famille,
Mais en fonction des familles de plantes, on va avoir des molécules qui reviennent, des molécules actives ou des molécules toxiques. On va avoir des propriétés culinaires en commun et des propriétés médicinales en commun, et puis des plantes phares. Donc on va faire des cours sur les familles de plantes, la famille des lamiacées, dans laquelle il y a la mélisse, les menthes, la famille des brassicacées, qui est la famille des choux, de la moutarde, etc. Donc pour chacune de ces grandes familles, on va donner les caractères pour les identifier en botanique, les molécules qu'on retrouve, donc les généralités sont les molécules qu'on retrouve le plus souvent dans ces familles, les propriétés médicinales, les toxicités éventuelles, et puis les plantes phares. Plantes phares comestibles et médicinales et plantes phares toxiques. Et ça, c'est une formation qui dure combien de temps, par exemple ? Donc cette formation complète, botanique, cueillette, cuisine et herboristerie, c'est une formation de 30 modules qui est accessible à vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une durée précise, mais il y a quand même, il y a une progression à avoir, et puis on conseille de la faire en 2 ans. Mais vu qu'elle est accessible à vie, même une fois qu'on a terminé, c'est-à-dire qu'on a le certificat, qu'on a tout suivi, qu'on a fait tous les exercices, qu'on a des bonnes réponses à tous les QCM, tous les quiz, etc., qu'on a tout fait et qu'on a, on a fini la formation, elle reste accessible. On peut refaire tous les exercices, on peut refaire tous les quiz, on peut relire tous les cours, on a accès au PDF, on a accès aux vidéos, on a accès à toute la formation parce que c'est obligatoire en fait. C'est impossible, même si on bosse à plein temps pendant 2 ans, d'avoir tout retenu. On ne peut pas tout avoir dans la tête. Notre formation, elle est vraiment, vraiment très complète. Donc, c'est une formation qui est à la fois ludique, mais etc. On peut faire, on va dire, du point A jusqu'à la fin, mais qui nécessite aussi de faire des allers-retours avec la pratique. C'est-à-dire que si tu vas cueillir une plante, tu ne peux pas avoir en tête tout ce que tu peux faire avec. Donc, en fonction de ce que tu veux faire avec, tu vas aller dans la fiche, tu vas regarder. Et si on te dit, faut faire avec cette plante, il faut faire une macération alcoolique, tu as oublié tout le détail, tu vas dans le cours macération alcoolique. Si tu veux conseiller quelqu'un sur un problème digestif, tu vas dans le cours système digestif. Si tu veux savoir la posologie, c'est-à-dire les quantités précises à utiliser avec une plante, tu vas regarder. Tu ne peux pas tout avoir dans la tête. Et au niveau des tarifs des formations, donc celle-ci qui est très complète, et des formations plus courtes, vous oscillez entre quoi et quoi ? Alors la formation complète, elle est à 1 188 €. À vie, donc. Accessible à vie, payable en 12 fois sans frais. On est en train de mettre en place des tarifs pour les gens en difficulté financière. Donc on ira a priori jusqu'à moins 75%. Voilà, donc ça, encore une fois, tout prend du temps, donc on fait au mieux, mais ça va venir. Donc voilà, 12 payés à 12 fois sans frais, on peut payer comptant et avoir moins 10%. Il y a 30 jours de garantie. Donc voilà, si ça correspond pas à la personne, si c'est pas son mode d'apprentissage, si elle n'est pas satisfaite pour une raison ou pour une autre, elle peut nous le dire dans les 30 jours. Et on rembourse à 100%. Ça arrive rarement. On a de la chance. Et sinon, on a une formation juste faire ses remèdes. Donc vraiment le do-it-yourself dont on a parlé là, faire ses baumes, macérat huileux, tisane, etc. Qui est, je ne suis pas du genre à avoir tous les tarifs en tête précisément, mais 390 €, je crois. À partir de la rentrée, on va avoir des formations sur les systèmes. En fait, la formation faire ses remèdes, vous avez compris qu'elle se trouve dans la formation complète, et on va extraire aussi à la rentrée les formations des systèmes, le système digestif, etc., qui pourront être achetés séparément ou tous les systèmes ensemble. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas forcément envie de tout savoir. On a fait ces extractions. On va en faire d'autres. On est aussi en train de créer des nouvelles formations. Donc on est en plein sur une formation sur les champignons. On va créer une formation sur l'aromathérapie. Ensuite, on va créer des formations pour les enfants aussi, parents-enfants, sur les plantes bioindicatrices, mais aussi sur les plantes par région. Parce que dans notre formation en ligne, on a beaucoup de plantes qui se trouvent globalement un peu partout, mais on ne va pas avoir des plantes spécifiques de haute montagne, ou des plantes spécifiques de bord de mer, ou des plantes spécifiques de garrigues, etc.
Donc, on va créer des packs plantes par région. Plein de travail en perspective. Ah oui, on n'est pas prêt de s'arrêter. Génial. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, même s'il y a évidemment plein de choses à dire, mais la prochaine fois, il faudrait qu'on fasse un podcast en balade. Et comme ça, en direct, ça serait chouette. Et merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pourrez retrouver dans la barre de description de l'épisode des liens pour vous inscrire aux formations en ligne proposées par Christophe et son équipe. Et surtout, si vous vous dirigez en forêt après avoir écouté cet échange, n'hésitez pas à m'envoyer une photo via les réseaux sociaux. Comme toujours, je vous invite à me laisser des commentaires et des étoiles, 5 si possible, sur la plateforme d'Apple Podcast et celle d'Eco Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et bonne nouvelle, cela ne vous prend que quelques minutes. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram où je suis très active. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.